le titre donne l'impression que c'est un très grand programme et qu'on va vraiment apporter des solutions. Malheureusement, c'est un peu comme on l'a vu dans la présentation précédente, il y a plus de questions que de réponses. Mais bon, j'ai fait un survol, en fait, une réflexion sur le sujet et que je vais partager avec vous. Alors, on sait que la BPCO est une maladie qu'on connaît de mieux en mieux, et plus on la connaît, plus on se rend compte que c'est une maladie qui est complexe, qui est hétérogène, et cette complexité se reflète à beaucoup de niveaux. Donc la présentation clinique, qui peut être très variable, la réponse au traitement, qui aussi peut être variable, le côté pathologique, donc les réactions inflammatoires, est-ce que c'est des neutrophiles, des éosinophiles ou autres, les voies respiratoires, les petites voies respiratoires qui sont atteintes ou pas, le parenchyme pulmonaire qui peut être détruit ou pas, la fonction pulmonaire qui évolue avec le temps et la mortalité qui est aussi variable. Et donc cette maladie complexe, évidemment, va présenter de nombreux phénotypes, et le phénotype étant donc ce qu'on va voir, ce qu'on va observer, résultat d'une interaction entre, alors on dit les gènes et l'environnement, et puis, donc, puisque c'est très complexe, on va essayer de décrire les différents malades, on va décrire les différents phénotypes pour adapter notre traitement au phénotype, de façon à améliorer la prise en charge et à ne pas utiliser des ressources de façon inutile. Ça, c'est un chapeau global. Maintenant, ce phénotype, donc, comme je viens de dire, c'est un ensemble de caractéristiques cliniques et paracliniques, et on va voir progressivement qu'en fait, on va s'attacher parfois à une seule caractéristique pour décrire des phénotypes. Dans la présentation précédente, on a parlé du phénotype exacerbateur. C'est une seule caractéristique, la présence d'exacerbation, parce que c'est plus facile et parce qu'on peut avancer vers le but, la finalité étant d'améliorer le traitement. Donc, on décrit des phénotypes pour essayer de décrire des traitements adaptés au mieux aux malades. Et en fait, ce phénotype, il est composé de biomarqueurs. Ces biomarqueurs qui, au sens large, qui peuvent être cliniques, paracliniques, d'imagerie, biologique, etc. Et ces biomarqueurs peuvent parfois nous apporter la possibilité de poser le diagnostic ou d'améliorer le diagnostic. Je me répète, l'interaction entre donc l'organisme du patient, alors on dit génétique, mais ça peut être beaucoup de choses, et l'environnement. Alors je pense que tout le monde connaît déjà ces photos qui datent pratiquement des années 50 et qui décrivaient deux grands, si on peut dire, phénotypes du malade BPCO, les blue blotters et les pink puffers. Et donc, comme j'ai trouvé cet article, j'ai trouvé sympathique parce qu'il résume bien, donc d'avril, où donc personne ne parle plus de ces deux grands phénotypes de la BPCO, alors que parfois ça pourrait peut-être être intéressant, juste pour fixer nos idées et mettre une base à la réflexion de la suite. Les blue blotters, donc c'est des malades qui sont un peu gros, qui ont un oxygène qui est bas, qui éliminent peu le gaz carbonique et qui ont principalement une toux productive chronique. Alors que les pink puffers, c'est des malades qui sont plutôt maigres, qui n'ont pas d'hypoxie et qui sont surtout dyspnéiques, et c'est la dyspnée qui est le symptôme majeur. Donc vous voyez deux grands phénotypes qui en fait n'ont aucun intérêt finalement, si on peut dire, parce que très peu de malades vont entrer dans une des deux cases, et en plus, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça va changer pratiquement par rapport au traitement ou pas? Et donc personne n'a jamais pu utiliser cette façon de classer le malade. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a pris un marqueur qui est finalement le VMS. Donc c'est les recommandations de 2001, donc je suis un peu allé en arrière, et c'était le VMS. Et donc on diagnostiquait la BPCO comme une maladie obstructive avec donc une limitation du débit aérien partiellement réversible
sur le VMS. Et puis on ajoutait à ça la présence d'une inflammation anormale, quels sont les éléments de symptômes qui doivent nous faire penser à la maladie. Et finalement, comme vous voyez, le diagnostic il était confirmé par la spirométrie et par ce marqueur qui était le VMS post-bronchodilatateur. Et on classait les malades aussi, donc en stades. Et vous voyez que dans les recommandations de 2001, 2006, on a des stades, ça varie un peu, et qui dépendent du VMS, qui dépendent du rapport VMS sur capacité vitale forcée. Et finalement, les symptômes, ils étaient ou ils n'étaient pas. Vous voyez qu'on met avec ou sans symptômes. Donc, on a pratiquement, quelque part, éludé tout ce qui est clinique. On a gardé un marqueur qui est le VMS et on a défini, on a classé nos malades comme ça. Et on commence à voir quand même, maintenant, dans ces recommandations, une certaine adaptation, si on peut dire, puisque ce que je vous ai encadré, donc les corticoïdes, on va les utiliser dans certains qu'on peut appeler maintenant phénotypes, donc les exacerbations répétées chez le malade. Donc les malades qui faisaient des exacerbations, un phénotype particulier, on va associer des corticoïdes, surtout si c'est un malade qui a une limitation du débit aérien qui est importante. Vous voyez que c'est les stades plus avancés dans lesquels on va proposer ce type de traitement. Et puis dans les stades encore plus avancés, on va proposer des mesures thérapeutiques adaptées à ce qu'on peut aujourd'hui appeler certains phénotypes. Donc le malade qui a une insuffisance respiratoire, donc une diminution de l'oxygène, qui a une hypercapnie, on va utiliser chez lui certaines de l'oxygène, par exemple, dans le traitement. Ou bien on va favoriser la réhabilitation. Et on a tous vu ce diagramme qui montrait que finalement la relation entre le marqueur VMS, obstruction, la clinique, la qualité de vie, il n'y a vraiment aucune corrélation. Et on se rend compte finalement que c'est difficile de pouvoir prendre en charge un malade, ou diagnostiquer et traiter un malade en prenant un seul marqueur ou un seul type de phénotype et en donnant un traitement en fonction de ça. Et puis il y a eu l'index de Bode, je pense que tout le monde connaît aussi, qui a montré que finalement le pronostic est variable et ne dépend pas seulement de ces fameux stades, parce qu'on avait l'impression que plus le VMS est diminué, plus le malade est grave. Et en fait, on se rend compte progressivement que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a d'autres facteurs qui interviennent. Il y a la capacité à faire de l'exercice, il y a le symptôme, dyspnée, sa sévérité, il y a le poids du malade. Et vous voyez dans l'index de Bode, la survie est très variable selon un score qui dépend de ces quatre à la fois. Et en fait, ça a amené à changer la vision de la maladie, comment on voyait la maladie, et on a essayé d'intégrer plusieurs marqueurs dans le diagramme de Gold, donc ici c'est 2011, dans lequel on a inclus donc des marqueurs cliniques et on a inclus des marqueurs de l'exacerbation et on a inclus le syndrome obstructif dans un diagramme dans lequel donc on a classé nos malades et tout le monde sait que finalement ce ABCD, ce n'est plus A est moins sévère que B, moins sévère que Z, moins sévère que D, c'est des classes, des groupes de malades, selon les symptômes et selon le risque de faire des exacerbations. Et ça a encore plus évolué. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas, les marqueurs ne vont pas tous dans le même sens. Et donc, on ne peut pas imaginer un phénotype stable qui associe, par exemple, un VMS très diminué avec des symptômes très importants. Et ça a donné lieu à donc cette nouvelle approche de Gold en 2017, dans laquelle on a gardé le côté spirométrique, le côté obstruction tout seul, comme critère diagnostique. Donc, pour poser le diagnostic, il faut que la spirométrie soit perturbée, donc VMS sur CV inférieur à 0,7 avec une obstruction plus ou moins importante.
Et puis, on a évalué le malade pour essayer de décider quel est le meilleur traitement selon les symptômes et selon le risque d'exacerbation. Et ici, donc, on commence à voir que selon le groupe, on va choisir le traitement. Évidemment, les traitements, malheureusement, finalement, ça se limite à des bronchodilatateurs quand on parle médicamenteux. Et selon le groupe, on va utiliser différents types de bronchodilatateurs. Et on commence à voir un nouveau marqueur qui est le taux d'éosinophile, qui est apparu progressivement et on peut classer ça dans un phénotype, malade exacerbateur avec beaucoup d'éosinophiles. À ce moment, ça va poser l'indication de donner des corticoïdes de façon beaucoup plus importante que si les éosinophiles ne sont pas élevés. Donc vous voyez que progressivement, certains biomarqueurs ont été regroupés pour déterminer certains phénotypes, mais on aurait vraiment aimé que les choses évoluent beaucoup plus, alors qu'ici, vraiment, ça évolue lentement. De temps en temps, on a un phénotype qui apparaît ou un marqueur qui apparaît. Et finalement, en 2023, cette fameuse classe C qui posait un problème parce que finalement, peu de symptômes et beaucoup d'exacerbations, c'était une classe de malades qui était très peu nombreuse. On se demandait vraiment comment. Et dans le dernier GOLD, ils ont groupé les deux en E. Et finalement, c'est le phénotype exacerbateur qui prend beaucoup d'importance dans la classification. Et les symptômes n'interviennent pas beaucoup quand le malade fait beaucoup d'exacerbations. En fait, donc, on essaie de classer nos malades par catégorie, par phénotype, je dirais, pour adapter les méthodes diagnostiques, pour adapter les méthodes thérapeutiques que je vais utiliser. Et en fait, si on essaie de faire une petite synthèse, il y a trois éléments dans cette évaluation. Il y a la fonction respiratoire et comment elle décline avec le temps. Il y a la fréquence des exacerbations. Il y a la sévérité des symptômes. Et on essaie de créer des groupes avec des corrélations entre ces trois éléments. Mais malheureusement, ces trois éléments, ce sont des variables, si on peut dire, continues. Et si on va les mettre dans des catégories, on va avoir des catégories qui parfois interagissent, se chevauchent les unes avec les autres, et ça devient beaucoup plus compliqué. Et est apparu un problème, entre guillemets, que finalement, on a tous vu des malades chez qui on a des symptômes, on est sûr pratiquement que c'est un malade qui a une BPCO, et puis on fait une spirométrie, on voit qu'il n'y a pas d'obstruction. Ça a été donc classé ce phénomène-là, ils l'ont appelé donc le phénomène PRISM, donc Preserved Ratio Impaired Spirometry, donc pour dire qu'il n'y a pas de critères pour poser le diagnostic, puisqu'on pose le diagnostic sur le résultat spirométrique, mais finalement on se rend compte, c'est peut-être, si on prend d'autres marqueurs, le diagnostic a l'air d'être évident. Et ce qui est en fait embêtant dans tout ça, c'est que ce groupe de malades n'est pas inclus dans les essais thérapeutiques, puisque ce ne sont pas des malades BPCO, puisqu'ils ne répondent pas à la définition spirométrique, et donc on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Est-ce que c'est normal, est-ce que ce n'est pas normal, est-ce qu'ils vont évoluer vers le BPCO, etc. Et en fait, j'ai mis ici, j'ai trouvé vraiment intéressant de montrer la complexité de pouvoir avancer dans le raisonnement. Dans cette étude qu'ils ont essayé de faire pour voir un peu quelle est la valeur de ce fameux prisme, donc sur pratiquement 5500 personnes, qu'ils ont groupées en BPCO, prisme ou personnes contrôle, et qu'ils ont revues à deux fois sur une période de plusieurs années. Et en fait, ils ont comparé aussi qu'est-ce qui se passe entre la première et la deuxième visite. Et vous voyez que la prévalence de ce fameux prisme, bon, elle est quand même de 7% chez des personnes de plus de 45 ans. C'est un phénotype qui est instable. Instable parce que sur ces années où les malades, les patients, les personnes, les participants ont été surveillés, il y a une modification. Alors vous voyez qu'il y a juste pratiquement 3 quarts ont changé.
ils étaient prismes, ils ne sont plus prismes à la deuxième visite, ils sont passés BPCO, ils sont renommés contrôle, alors que les sujets contrôle et les participants BPCO, il y en a pratiquement 60% qui sont restés comme ils étaient initialement. La mortalité du prisme se rapproche, des personnes prisme se rapproche beaucoup plus de la BPCO, vous voyez 20% pour la BPCO, 18% pour le prisme, alors que les contrôles ont une mortalité de 10%. Et encore plus, si on peut dire, si on compare la mortalité de ces différents groupes, vous voyez que la mortalité la plus importante, c'est celle qui a été retrouvée chez les personnes qui ont eu le phénotype prisme une fois sur deux. Et puis la mortalité diminue. Bon, évidemment, c'est dans cette étude. Donc, pour vous montrer un peu combien il est difficile, à partir d'un marqueur, qui est ici la spirométrie, de pouvoir tirer des conclusions pronostiques et probablement même thérapeutiques. C'est mis dans le vote 2023, il y a un paragraphe, un prisme que j'ai retranscrit tel qu'il est, et vous voyez à la fin, j'ai souligné, il n'y a pas d'évidence quel est le meilleur traitement. Donc finalement, nous, quand on va déterminer des phénotypes, quand on va essayer de déterminer des marqueurs, c'est pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, et on ne sait pas toujours comment on peut faire, exactement comme l'orateur précédent, les exacerbations, les corrigations, est-ce qu'ils traitent, est-ce qu'on traite, on ne traite pas, on ne sait pas. Les définitions sont difficiles à faire, et il faut beaucoup d'études. Et en fait, comme je l'ai déjà dit, le phénotype, on va essayer de se concentrer sur certains éléments. On ne va pas regrouper les choses ensemble, parce que c'est encore plus compliqué. Alors, le symptôme, la fonction pulmonaire, on a mis le marqueur VMS, le marqueur gaz du sang, oxygène, CO2. Dans les organes, le marqueur emphysème, est-ce qu'il y a une destruction ou pas? Au niveau cellulaire, quel est le type cellulaire qu'on retrouve dans le lavage, par exemple, ou dans les crachats? Au niveau génétique, donc on sait tous qu'il y a une maladie, déficit en alpha-antitrypsine, qui est un phénotype particulier de la BPCO. Et en fait, si je reprends un peu tous ces marqueurs ou ces différents phénotypes, vous voyez que finalement, les traitements, ça aboutit à certains types de traitements. Bon, les bronchodilatateurs, pratiquement chez tout le monde, les corticoïdes inhalés en relation avec la présence d'éosinophiles, les éosinophiles qui commencent à penser à la biothérapie avec les anti-interleukines qui sont en relation avec les éosinophiles, l'oroflumilaste qui a été utilisé pour le phénotype où on a beaucoup d'expectoration, l'oxygène, la VNI, bon, pour l'insuffisance respiratoire, les techniques de réduction dans les phénotypes où on a de l'emphysème, les thérapies de remplacement dans les déficits en alpha-antitrypsine. Donc, vous voyez que finalement, en essayant d'évaluer et de voir les différents phénotypes chez les malades, on peut apporter une réponse dans certaines situations. Mais c'est vraiment très compliqué, et quand on voit les articles, il y a plein de choses. Alors, j'ai pris quelques exemples pour illustrer. Au niveau génétique, par exemple, on a le déficit en alpha-antitrypsine qui est clair, il y a le traitement qui est connu, etc. Mais on a retrouvé donc plus de 22 caractéristiques génétiques qui sont associées à un risque de faire un BPCO plus important. Est-ce qu'il y a un rôle par rapport à ça? Bon, c'est des rôles qui sont relativement limités. Mais une équipe a essayé de déterminer un score de risque polygénique en essayant de regrouper ces gènes, et il retrouve pratiquement presque 4 fois plus de risque de faire une BPCO chez les malades qui répondaient, qui avaient un score élevé par rapport à un score le plus faible. Mais est-ce que ça aboutit à quelque chose? Il faut vraiment encore beaucoup d'études pour savoir comment utiliser ça en pratique. Au niveau organe, et ici ça peut être probablement ça a beaucoup évolué, comme on l'a vu, je pense, hier un peu, avec la tomodensitométrie, qui commence à donner des renseignements très importants au niveau imagerie, au niveau de l'organe, sur la structure du poumon chez le malade BPCO. Est-ce qu'il a du piégeage aérien, ou est-ce que c'est une destruction emphysémateuse, ou est-ce que c'est les deux à la fois? Donc, vous voyez qu'on décrit des phénotypes d'emphysème. Aussi, est-ce que ça prédomine au lobe supérieur, et à ce moment, on peut aboutir à une mesure thérapeutique qui est la chirurgie ou les techniques de réduction.
est-ce qu'on peut évaluer l'activité de la maladie avec le TDM? Et il semble qu'il y ait des corrélations qui s'installent entre l'aspect du scan, l'ostéoporose, le test de marche, l'index de Bode. Vous voyez qu'on commence à avancer par rapport à l'aspect à imagerie en utilisant l'aspect de l'organe poumon chez ces malades-là. Et on peut même faire peut-être de la prévention, c'est-à-dire que détecter l'effet du tabac sur les poumons. Donc l'analyse scanographique par des techniques que je ne connais vraiment pas, mais c'est des techniques qui permettent de mettre en évidence l'atteinte du tabac sur les poumons, même avant qu'il y ait des symptômes, et qui permettraient de détecter un effet chez la personne tabagique avant que la clinique ne s'installe. Donc, ça devient un outil très important, comme je vous dis ici, la chromodensitométrie, qui pourra peut-être nous faire avancer dans un certain groupe de marqueurs radiologiques et donc déterminer de nouveaux phénotypes. Alors, j'ai juste mis ici toute cette série d'articles, pas pour les articles, mais pour vous montrer combien c'est compliqué. Tout ça, ça a étudié 4 marqueurs. Ils ont pris des marqueurs comme ça, j'ai pris un peu au hasard. Troponine, anémie, hypercapnie, CRP. Est-ce que les malades BPCO qui ont une CRP élevée, est-ce qu'ils meurent plus ou pas? Est-ce que s'il est anémique, il meurt plus ou pas? Il fait plus d'exacerbation ou pas? Et en fait, on arrive à pratiquement rien de vraiment palpable au niveau pratique, quotidien. Mais évidemment, je pense qu'il faut passer par là pour arriver peut-être à des éléments, des situations plus intéressantes cliniquement. Donc, en conclusion, c'est une maladie qui était peut-être très simple au début. On pensait que c'est tout simplement une obstruction, on va lever l'obstruction et tout est réglé. C'est très complexe, c'est très hétérogène. Il y a de plus en plus de marqueurs qui apparaissent, de nouveaux phénotypes. Malheureusement, dans tout ça, on connaît tous les eosinophiles, on connaît tous les phénotypes exacerbateurs, on connaît l'emphysème, et à partir de là, j'espère qu'on pourra avancer. Et au fur et à mesure qu'on va comprendre tous ces éléments, on aura de nouvelles opportunités qui vont apparaître. Merci.